Bonjour et bienvenue dans notre exploration des dynamiques humaines. Avant de plonger dans notre sujet, si vous appréciez les analyses qui nous aident à mieux comprendre notre société et nous-mêmes, je vous invite à aimer cette vidéo et à vous abonner. C'est un geste simple qui nous aide à continuer de vous proposer des contenus de qualité et qui permet à notre communauté de grandir. Votre soutien est précieux. Aujourd'hui, nous nous penchons sur un phénomène troublant de notre époque. Les personnes bruyantes, effrontées, arrogantes, manipulatrices, égoïstes et en quête constante d'attention semblent réussir de manière spectaculaire dans notre monde. Elles sont récompensées en politique, dans les médias, la finance et dans de nombreux secteurs à haut revenu. Avec l'avènement des réseaux sociaux, même les individus ordinaires sont encouragés et valorisés pour ces mêmes comportements. Nous allons donc aborder l'une des origines les plus complexes de ce phénomène, la culture. La culture, en effet, peut être un terreau fertile pour le narcissisme, un mal qui se transmet de génération en génération. Pensez aux cultures fortement autoritaires, patriarcales et très stratifiées, par exemple, par l'argent. Ces sociétés qui déshumanisent et discriminent ceux qui ne détiennent pas le pouvoir, que ce soit en raison de leur genre, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur classe sociale ou de leur religion, sont de véritables incubateurs de personnalités narcissiques. Ce caractère intergénérationnel est crucial. Le mépris affiché envers certains membres de la société par la culture dans son ensemble s'infiltre dans les familles. Au sein du foyer, on devient alors permissif envers ces comportements de dévalorisation. On les tolère, on les encourage même. Le résultat ? Une prolifération de narcissiques et d'abus au sein même de la cellule familiale, car personne n'ose jamais dénoncer la situation. Dans de nombreuses cultures, y compris dans notre histoire européenne pas si lointaine, cette dynamique est liée au genre. Il est presque présumé que les membres masculins d'une famille détiennent le pouvoir, et que tous les autres doivent l'accepter sans discuter. Cela renforce la position des hommes, souvent menée par un patriarche narcissique, et le cycle se perpétue. Fait intéressant, nous observons parfois une dynamique similaire chez les mères de fils, qui obtiennent leur pouvoir par procuration. Le fils a le pouvoir. Donc la mère obtient le pouvoir, et devient à son tour une figure d'abus narcissique. Mais cela ne fonctionne que grâce à la complaisance de l'entourage, avec des phrases comme « c'est comme ça, c'est la tradition » ou « il veut juste ton bien, il veut te protéger ». C'est une excuse que je ne peux tout simplement pas accepter. Chaque fois que l'humanité, l'empathie et le respect ne sont pas accordés à tous, sans exception, non seulement cela engendre des comportements narcissiques, mais c'est aussi néfaste pour l'ensemble de la société. Les cultures qui encouragent ces structures narcissiques sont souvent des cultures qui peinent sur les plans économiques, politiques et sociaux. Si vous voulez une société prospère, il faut s'attaquer au narcissisme. Au sein d'une telle culture, les enfants observent dès leur plus jeune âge que les gens sont traités différemment. Ils apprennent qu'en fonction de certaines caractéristiques, comme le genre ou la richesse, certaines personnes sont perçues comme meilleures, ou plus dignes que d'autres. Ces idéologies permettent aux narcissiques de justifier leur sentiment de supériorité, d'intimider et de rabaisser les autres. Si un parent adopte cette vision du monde, certains de ses enfants l'absorberont et perpétueront cette tradition familiale de préjugés. Heureusement, d'autres enfants développeront des vues plus équilibrées et s'éloigneront de cette idéologie. Mais ceux qui s'y accrochent créeront une nouvelle génération de narcissiques. Le défi avec les individus narcissiques issus de ce contexte culturel est qu'ils suscitent souvent des justifications de notre part. Nous nous surprenons à dire « Oh, il n'y peut rien, c'est son éducation » ou « c'est sa culture qui veut ça, il ne le pense pas vraiment ». C'est un piège dangereux, surtout si vous êtes en relation intime ou professionnelle avec une telle personne. J'ai été témoin de cas terribles de harcèlement au travail où la défense de l'agresseur narcissique reposait sur l'excuse culturelle. C'est ma culture. Nous avons des limites différentes. C'est juste notre façon de parler. Mon opinion ? C'est inacceptable. Si cette personne a appris à s'intégrer dans d'autres aspects de la société, elle peut aussi apprendre à ne pas être odieuse et à ne pas rejeter la faute sur sa culture. Souvent, ce sont les enfants rois, ces enfants placés sur un piédestal dans ces systèmes culturels, qui sont les plus susceptibles de devenir narcissiques. On leur dit qu'ils sont exceptionnels et ils bénéficient directement de cette culture oppressive qui leur apprend qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent sans se soucier des petites gens. Cependant,
Le narcissisme dit « vulnérable » est également possible. Imaginez une personne issue du genre dominant dans sa culture d'origine, mais qui, pour une raison ou une autre, n'a pas obtenu les autres bénéfices attendus. Peut-être a-t-elle déménagé, perdant son privilège sociétal. Elle finit par se sentir victime, pleine de ressentiment, frustrée de ne pas pouvoir imposer sa volonté. Elle va alors intimider ceux qui ont moins de pouvoir pour se sentir dominante, tout en se sentant elle-même persécutée par la nouvelle culture. Le narcissique culturellement validé tire sa force de ceux qui le laissent faire. Quand c'est l'origine du narcissisme, n'attendez aucun changement, surtout si l'entourage est complaisant. Ces personnes peuvent rencontrer des problèmes au travail, car la société est de plus en plus consciente que l'abus est inacceptable. Mais même là, ils essaieront de jouer la carte de la culture. Peu importe. Apprenez les règles. Ils sont souvent sincèrement choqués lorsqu'on leur impose une norme comportementale, car leur famille et souvent leur lieu de travail les ont laissés agir en toute impunité. Pour les membres de la famille qui voient clair, la seule solution est souvent de partir, ce qui n'est jamais facile. Mon point de vue est le suivant. Que l'origine soit culturelle ou non, un comportement narcissique reste un comportement narcissique. Le justifier sur une base culturelle vous maintient piégé et vous pousse à vous blâmer. Et tant que la personne narcissique pense que son comportement est normal, la probabilité de changement est quasi nulle. Je dis tout cela en ayant moi-même grandi dans un environnement où le narcissisme culturel était omniprésent. Les mécanismes sont les mêmes, mais il y a simplement plus de gens pour trouver des excuses, ce qui peut rendre la situation encore plus douloureuse. Quand on soulève le problème, c'est nous qui sommes perçus comme le problème, pas le narcissique. C'est comme si la culture envoyait ce message. Tu as le droit d'être une personne abusive, parce que tu es un homme, ou parce que tu as de l'argent. C'est faux. Peu importe la culture, tout le monde peut se comporter comme un être humain décent. Beaucoup de gens se demandent, le nombre de narcissiques est-il en augmentation dans le monde? Ou se passe-t-il autre chose? Honnêtement, nous n'en sommes pas sûrs. Les preuves scientifiques sont mitigées. Certains chercheurs disent oui, d'autres non. Le vrai problème est la difficulté de mesurer le narcissisme de manière fiable. Quant à l'idée que les jeunes sont plus narcissiques que jamais, je vous garantis que vos parents et grands-parents disaient la même chose de vous. C'est un biais générationnel classique. Cependant, je suis d'accord sur le fait que quelque chose a changé. Je ne pense pas qu'il y ait forcément plus de personnes narcissiques, mais je pense que le narcissisme s'exprime différemment et plus ouvertement. Un chercheur renommé, le Dr Case Campbell, suggère que le narcissisme grandiose, le type charismatique et arrogant, est relativement stable. Il y en a toujours eu. En revanche, le narcissisme vulnérable pourrait être en augmentation. C'est ce type de narcissisme caractérisé par un sentiment de victimisation, des griefs constants, de l'agressivité passive, de l'irritabilité, de la colère et une méfiance quasi paranoïaque. Ce n'est pas le narcissique charmant, mais plutôt celui qui est socialement isolé, qui se sent toujours lésé, une sorte de Calimero permanent. Je pense que nous comprenons mieux ce sous-type de narcissisme aujourd'hui, et nous pouvons donc mieux l'identifier. Mais il y a un autre facteur, un point de bascule majeur, la comparaison sociale. Nous sommes des créatures sociales, nous nous comparons constamment. Le style de vie de nos amis, leur salaire, leur couple. Nous nous évaluons en regardant les autres. C'est naturel. Une personne saine peut prendre du recul, relativiser et ne pas sombrer dans une spirale de comparaison destructrice. Pour une personne narcissique, c'est une autre histoire. La comparaison sociale est comme un interrupteur qui active leur insécurité la plus profonde. C'est une blessure d'ego, une forme de honte. Et au cours des 20 dernières années, le jeu de la comparaison sociale a été complètement bouleversé. Quand j'étais jeune, je ne connaissais que ce que les gens autour de moi possédaient. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, je peux voir chaque détail de la vie de n'importe qui, n'importe où dans le monde. Et ce que les gens partagent est souvent une version idéalisée de leur existence. Vacances de rêve, réussites éclatantes, nouvelles acquisitions, couple parfait. La comparaison sociale a atteint un niveau sans précédent. Les personnes aux traits narcissiques ne gèrent pas bien cette nouvelle réalité. Ce flot constant d'images qui heurte leur sentiment de droit et leur insécurité est peut-être ce qui alimente ce que nous observons. De plus en plus de personnes narcissiques en colère, exigeant de plus en plus d'attention,
faisant des choses de plus en plus extravagantes pour l'obtenir, ou devenant de plus en plus furieuses de ne pas l'avoir. Ajoutez à cela un contexte économique où le coût de la vie augmente mais pas les salaires, et vous avez la recette d'une explosion. Ce phénomène est une véritable fusée pour le narcissisme. Et nous vivons dans un monde qui récompense ces traits. Plus le comportement est déséquilibré, superficiel, cruel, plus il attire l'attention, et l'attention se transforme en argent, et l'argent en pouvoir. Pour ceux qui craignent d'être à nouveau blessés, le discernement est essentiel. Vous pouvez faire preuve d'empathie et de compassion, mais soyez lucide. Imaginez un lion dans un zoo. Il est magnifique. Vous pouvez être triste de le voir en cage. Mais si vous essayez d'entrer pour le libérer, vous serez dévoré. C'est le même principe. Vous pouvez comprendre à quel point il doit être difficile de vivre avec une personnalité narcissique, d'être constamment en proie à l'insécurité. Mais vous ne pouvez pas les sauver. C'est leur responsabilité. Si vous vous approchez trop, vous serez blessé. Une autre idée toxique qui permet au narcissisme de prospérer est le concept de gentillesse forcée, ou, comme on pourrait l'appeler, la tyrannie de la bienveillance. J'ai récemment observé un échange de mets très tendu dans un groupe professionnel. Une personne a tenu des propos manipulateurs, minimisant l'expérience des autres. Beaucoup se sont indignés, à juste titre. Mais quelques-uns sont intervenus en disant « Ne pourrions-nous pas simplement être gentils ? Je connais cette personne, elle est gentille au fond, je suis sûr qu'elle ne le pensait pas. » Voilà le problème. Je crois en la gentillesse. C'est son absence qui cause tant de maux. Mais je ne crois pas à la gentillesse aveugle, à cette injonction d'être gentil à tout prix, surtout face à un comportement toxique. Je crois en une gentillesse informée. Une partie de la raison pour laquelle les narcissiques disent des choses aussi scandaleuses est qu'ils savent qu'ils ne subiront aucune conséquence. Les gens bien intentionnés autour d'eux marcheront sur des œufs pour trouver une manière douce de leur dire que ce qu'ils ont dit n'était pas gentil. C'est une erreur fondamentale. La gentillesse informée signifie que vous tenez compte du comportement passé de la personne. Si c'est une première erreur, un moment d'ignorance, alors oui, la gentillesse et l'éducation sont de mise. Mais s'il s'agit d'un récidiviste toxique, la réponse appropriée n'est pas la gentillesse, mais le désengagement, la distance, et si possible, de réelles conséquences. Les conséquences fonctionnent avec les narcissiques, car ils se soucient de ce que les autres pensent et ils sont remplis de honte. C'est ce culte de la gentillesse aveugle qui permet au comportement toxique de se répéter encore et encore, dans les familles, au travail, en société. La personne toxique s'en tire avec de fausses excuses. Désolé si des gens ont été blessés par ce que j'ai dit, et recommence. Ce n'est pas une cour de récréation. Nous sommes des adultes. Nous devons être réalistes. Sinon, l'abus toxique qui semble devenir la norme aura un effet dévastateur sur notre santé mentale et nos institutions. Enfin, cela nous amène à l'expérience des survivants de relations narcissiques. Pourquoi se sentent-ils si souvent réduits au silence ? J'ai lu un article sur les livres à lire pour comprendre la santé mentale. La liste était remplie de témoignages de personnes souffrant de dépression, de schizophrénie. Des maladies. Ce qui manquait totalement, c'étaient les récits de personnes ayant subi des abus émotionnels, des traumatismes relationnels infligés par leurs proches. Notre société n'aime pas les histoires de santé mentale qui impliquent le mauvais comportement des autres. Nous préférons des récits nets où la maladie est le seul coupable. Si une personne dit que son conjoint est émotionnellement abusif, on est plus susceptible de la critiquer, de lui dire qu'il y a deux versions à chaque histoire, que de reconnaître le schéma abusif comme profondément nocif. Dans les commentaires de cet article, une personne a recommandé un livre sur le traumatisme complexe. Une autre a répondu « Oh non, tous ceux que je connais qui lisent ces livres deviennent des plaintifs nombrilistes qui ne parlent que de leur traumatisme. » Ce commentaire est l'incarnation de ce que vivent tant de survivants. Le monde vous dit « Partagez, soyez vulnérables », mais quand vous le faites, vous êtes jugé nombriliste, trop intense. Vous êtes pris au piège. Pour ceux qui guérissent, naviguer dans de nouvelles relations est un défi. On oscille entre trop partager et ne rien dire, entre s'ouvrir et se sentir anesthésié et silencieux. Savoir qu'il y a des gens qui vous jugent avec mépris parce que vous osez parler de votre souffrance est dévastateur. Cela vous ramène à une relation où on vous dit «
S'il te plaît, ne me dérange pas avec tes problèmes. Le monde peut sembler un endroit où quoi que vous fassiez, vous avez tort. Le défi est de se rappeler que tout le monde n'est pas comme ça. Le mépris des autres pour votre douleur ne signifie pas que votre expérience n'est pas importante. Cela signifie que l'autre personne manque d'empathie. Une fois de plus, ce n'est pas vous le problème. Trouver de nouveaux amis, des espaces sûrs, n'est pas facile. Mais apprendre à identifier ce genre de réaction méprisante et à choisir avec qui vous pouvez être pleinement vous-même est une transformation. C'est passer de l'autocensure à l'autovalorisation, en reconnaissant que certaines personnes ne méritent tout simplement pas de voir qui vous êtes vraiment.